Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais expliquer la solution de l'exercice numéro 2 de la série 2. Donc l'exercice 2, c'est un exercice très important. Il contient deux parties, la partie A et la partie B. Voilà, je commence par la partie A. Soit une économie caractérisée par les données suivantes. Donc nous avons une consommation à l'instant 0. Une valeur de consommation à l'instant 0. À l'instant 0, la consommation était de 50 unités. Après une période, à l'instant 1, nous avons un revenu. Y1 est égal à 50. Sur la même période, à l'instant 1, nous avons une consommation de 72 unités. Après une période, nous avons un revenu 2. À la période 2, nous avons un revenu 2 est égal à 100. Avec une consommation est égale à 112. Donc, je remarque qu'à l'instant 0, on ne dispose pas d'un revenu. Donc, nous avons seulement une consommation 0. On ne dispose pas d'un revenu. Par contre, à l'instant 1, nous avons un revenu qui détermine un niveau de consommation. À l'instant 2, nous avons un revenu qui détermine un autre niveau de consommation. J'ai aussi les investissements autonomes. Les investissements des entreprises autonomes. Autonome, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des investissements indépendants de Y. Indépendante de Y. Donc la première question, trouver la fonction de consommation et déduire la fonction d'épargne. Donc je commence par la fonction de consommation. Après, je peux déduire facilement la fonction d'épargne. Donc la forme de la fonction de consommation de 15, C majuscule, ça veut dire la consommation selon 15, est égale à C minuscule, ça veut dire la proportion marginale à consommer, fois le revenu disponible. Normalement, fois le revenu disponible. Plus une consommation 0, une consommation autonome. C'est une consommation indépendante de Y. Donc les composantes autonomes, ça veut dire que ce sont des composantes indépendantes de Y, comme l'investissement dans ce cas. Donc X15 explique la consommation en fonction du revenu disponible. Donc le revenu disponible, c'est une variable explicative de la consommation selon 15. Le revenu disponible, donc c'est un revenu après le prélèvement des impôts et le reversement des transferts. Dans ce cas, les impôts, les transferts ne figurent pas dans les données de l'exercice. Donc, je constate directement que nous avons un revenu. Donc, nous n'avons pas une intervention de l'État dans notre exercice. Donc, c'est une économie. Les données représentent une économie sans intervention de l'État. Parce que les impôts et les transferts ne figurent pas dans les données. Donc, lorsqu'on voit des données sans impôt, sans transfert, on constate que l'État n'intervient pas dans l'exercice. Donc, C est égal à CY plus C0. La proportion marginale à consommer, le revenu national, la consommation autonome, c'est dans la consommation incompressible. Donc, je commence par, voilà la forme de la fonction de consommation de 15 dans le cas d'une économie sans intervention de l'État. Parce que l'État n'impose pas des impôts, il ne reverse pas des transferts dans ce cas. Donc je commence par C minuscule. C minuscule, c'est la proportion marginale à consommer. Elle mesure la variation de la consommation suite à une variation du revenu normalement disponible. Dans ce cas, nous avons le revenu de cours. Donc les variations, je prends le rapport entre les variations de la consommation et les variations du revenu. Donc on prend la consommation à l'instant 2 moins la consommation à l'instant 1 sur le revenu à l'instant 2 moins le revenu à l'instant 1. Voilà. La consommation 2, 112. La consommation 1, 72. 112 moins 72, 40. Le revenu à l'instant 200 moins le revenu à l'instant 0, 1, 50. Donc la différence, ça nous donne 50. Voilà la variation, le rapport entre la variation de la consommation et la variation du revenu entre deux dates, C1 et C2. Donc, 0,8. La proportion marginale à consommer est égale à 0,8. Je décale la fonction. Voilà. Ça veut dire quoi le 0,8? 0,8, ça veut dire que 0,8, si on place le 0,8 ici, la proportion marginale à consommer, on peut dire que la consommation varie de 0,8 unités lorsque le revenu augmente, varie d'une unité. Varie, augmente ou diminue. Donc la consommation augmente de 0,8 unités lorsque le revenu augmente d'une unité. Cette proportion est toujours positive. Donc on dit que la consommation augmente de 0,8 unités lorsque le revenu augmente d'une unité. Donc C minuscule AD représente la variation de la consommation suite à une variation du revenu d'une unité.
augmente toujours. La consommation toujours augmente avec le revenu. Parce que la proportion est toujours positive. J'ai expliqué ça auparavant. Je passe à la deuxième partie. C0. C0, c'est la consommation autonome. Donc c'est la consommation lorsque le revenu est nul. Lorsqu'on enlève le revenu, la consommation est égale à la consommation autonome. Donc lorsque Y est égal à 0, lorsque le revenu est nul, la consommation est égale à la consommation autonome. Dans ce cas, lorsque le revenu est nul à l'instant 0, le consommateur ne dispose pas d'un revenu, mais il consomme toujours. Lorsque le revenu est nul, la consommation à l'instant 0 est égale à 50. Donc je déduis que C0 est égal à 50. Donc c'est la situation, c'est le niveau de la consommation lorsque le revenu est nul. Alors je peux écrire la fonction de consommation sur la forme C majuscule est égal à 0,8 Y plus 50. Plus 50. Donc voilà la proportion marginale à consommer. Voilà la consommation autonome. Donc cependant c'est la consommation lorsque le revenu est nul. Donc je passe à la fonction d'épargne. Donc l'épargne, donc c'est la part non consommée du revenu. L'épargne représente la part non consommée du revenu. Donc je prends le revenu et j'enlève la consommation. Ça nous reste l'épargne. Donc je prends le revenu, j'enlève la consommation, ça nous reste l'épargne. Algébriquement, je prends Y majuscule le revenu, moins C majuscule, ça veut dire que je prends la fonction de consommation, algébriquement. Donc c'est Y plus C0. Donc Y moins CY moins C0. J'enlève les parenthèses. Donc Y moins CY, donc je prends Y comme facteur commun, ça me reste 1 moins C. 1 moins C fois Y moins C0. Voilà la forme algébrique de la fonction d'épargne selon Keynes. Normalement, le revenu disponible. Dans notre cas, donc c'est un cas particulier, nous n'avons pas d'impôt et de transfert, donc je peux écrire Y au lieu de YT. Donc S, les remplacements numériques, S est égal à 1 moins C minuscule 1 moins 0,8, ça veut dire 0,2 Y, moins C0, C0 est égal à 50, ça devient moins 50. Donc SY moins 50. Donc 0,2 Y moins 50. Ça veut dire S minuscule est égal à 0,2, C0 moins C0 est égal à moins 50. Voilà la fonction d'épargne. Donc généralement la fonction d'épargne, je répète rapidement, l'épargne c'est la part non consommée. Donc je prends Y, sinon YD moins C. Au lieu de C, je mis la fonction de consommation et je calcule la forme algébrique de S. Donc dans le cas général, il y a YD moins C. L'économie sur intervention de l'État, je prends Y au lieu de YT. La deuxième question. Exprimer la fonction de demande globale en fonction du revenu. Exprimer la fonction de demande globale de cette économie en fonction du revenu. Donc la demande globale, d'abord pour exprimer la demande globale, il faut savoir les agents existants dans l'économie. Dans cette économie, nous avons la consommation qui représente les ménages et nous avons l'investissement qui représente les entreprises seulement. Donc nous avons une économie à deux agents. Ménages, parce que c'est, et les entreprises, parce que I. Nous avons I. Donc la demande globale est composée de la demande des ménages. Donc les ménages demandent des biens de consommation, les légumes, les fruits, les vêtements, etc. Des biens pour consommer. I représente la demande des entreprises. Donc les entreprises demandent des biens d'investissement, les biens de production, comme les machines, les équipements, etc. Donc la demande globale, dans ce cas, est composée de la demande des ménages et la demande des entreprises. Donc je remplace C majuscule par la fonction de consommation, I par sa valeur. Donc I dans ce cas, c'est une composante autonome, par I0. Je sépare, donc par aller CY plus C0 plus I0. Je sépare la partie de la demande liée avec Y de la partie de la demande indépendante de Y. Je sépare. Donc, nous avons une partie de la demande liée avec Y, qui s'appelle la demande proportionnelle au revenu. Et nous avons une partie de la demande indépendante de Y, qui s'appelle la demande autonome. D1 majuscule, c'est la demande autonome. Donc je sépare la partie de la demande globale liée avec Y de la partie de la demande globale indépendante de Y. Et je fais le remplacement numérique. C minuscule 0,8 Y, C0 plus I0. Je somme C0 50 plus I0 90. Ça veut dire 140. La demande autonome dans ce cas est égale à 100 à 140. Donc, la macroéconomie est très facile. Il est nécessaire
de bien calculer les choses. Parce que il a, par exemple, C, la demande autonome, ou fait l'exercice. Donc faites très attention. Il faut observer les agents existants dans l'économie. J'exprime ces demandes. Et ensuite, je fais les remplacements algébriques. Et à la fin, numériques. Donc c'est par la fonction de consommation, I par l'investissement autonome, je sépare la partie liée avec Y de la partie indépendante de Y pour écrire la demande sous la forme d'une partie proportionnelle au revenu et une partie liée indépendante du revenu. C minuscule dans ce cas représente la pente de la droite des G. Je vais voir. Donc la question 3, déterminer algébriquement, puis graphiquement, la valeur du revenu d'équilibre avec deux méthodes. Donc je vais déterminer algébriquement avec deux méthodes le revenu d'équilibre et graphiquement avec deux méthodes le revenu d'équilibre. Donc nous avons 4 sous-questions à l'intérieur de cette question. Algébriquement avec deux méthodes, graphiquement avec deux méthodes. Voilà. Calcul de l'équilibre. Donc je vais déterminer algébriquement avec deux méthodes l'équilibre. Donc l'équilibre algébriquement. Donc nous avons deux méthodes. La première méthode s'appelle la méthode offre globale, demande globale. Donc le revenu d'équilibre se détermine lorsque s'égalise l'offre globale avec la demande globale. Donc l'offre globale dans ce cas est composée de Y, la production. L'offre vient de la production. La demande, nous avons la demande des ménages et la demande des entreprises, seulement parce que nous avons une économie à deux agents. Donc Y est égal C majuscule, il y a la fonction de consommation, I par I0. Ensuite, je prends les parties liées avec Y à côté, à l'autre côté. Je prends les parties liées avec Y à l'autre côté. Donc Y moins CY, côté gauche. Ça nous laisse côté droit 0, 0 plus I, 0. Donc aussi, Y moins CY, je prends Y comme facteur commun, 1 moins CY, est égal à C0 plus I0. Donc Y, le revenu, la valeur de Y qui détermine l'égalité entre l'offre globale et la demande globale, s'écrit comme suit. Donc YE, il y a C0 plus I0 sur 1 moins C. C0 plus I0 sur 1 moins C. Donc, à chaque fois, il faut écrire le revenu d'équilibre sous la forme d'un multiplicateur. 1 sur 1 moins C s'appelle le multiplicateur et d'une demande autonome. Sous la forme d'un multiplicateur fois une demande autonome. Donc, il faut écrire le revenu sous la forme d'un produit entre le multiplicateur K et la demande autonome DA. Voilà. Y, il y a C0 plus I0 sur 1 moins C. Les remplacements numériques, donc 1 sur 1 moins C, 1 sur 1 moins la proportion marginale à consommer calculée par avant 0,8, C0 50 et 0 90. J'ai déjà calculé la demande autonome, 140. Voilà. Le multiplicateur est égal à 5. Le multiplicateur toujours supérieur à 1 est égal à 5 fois 140, ça nous donne 700. Donc, le niveau de Y qui détermine l'égalité entre l'offre globale et la demande globale est égal à 700. Ça veut dire lorsque Y est égal à 700, nous avons une égalité entre l'offre, entre la production et la demande des agents existants dans l'économie. Nous avons une égalité entre l'offre et la demande. Une deuxième méthode s'appelle la méthode utilisation de la production est égale à affectation du revenu. Donc l'utilisation de la production dans le cas général est égale à C plus I plus G plus X moins 1. Consommation, investissement, dépenses publiques, exportation, importation. Affectation du revenu est égale consommation, épargne, versement des impôts, moins les transferts. Moins les transferts parce que les transferts sont des ressources. Ce n'est pas une affectation. J'enlève les transferts parce que les transferts représentent des ressources. Dans notre cas, dans le cas de cet exercice, G représente l'État, n'existe pas. X moins 1 représente le reste du monde, n'existe pas. Donc ça nous reste C plus I. L'utilisation de la production par les ménages et par les entreprises. Par d'autres entreprises. Parce qu'on a une production, la production, elle contient des biens de consommation et des biens d'investissement. Donc nous avons d'autres entreprises qui demandent les biens d'équipement. Donc nous avons une production. Une partie de cette production, elle sera demandée par d'autres entreprises. Donc les entreprises produisent des biens de consommation et des biens d'équipement. Donc les biens d'équipement, imaginez des équipements produits. Imaginez des équipements produits seront demandés par
d'autres entreprises. Voilà. Utilisation de la production par les ménages et par les entreprises. L'affectation du revenu, donc les ménages consomment et épargnent, ne versent pas des transferts, des impôts, parce que c'est une économie sans intervention de l'État. Donc C figure dans les deux côtés de l'équation. J'enlève C des deux côtés. Ça nous reste I plus S qui nous donne l'égalité entre l'utilisation de la production et l'affectation du revenu. I est égal à S. Je remplace I par I0, S par la fonction d'épargne. Par la fonction d'épargne. Par 1 moins CY, 1 moins CY moins C0. Je fais les mêmes calculs, C0 plus E0, les parties autonomes à part et la partie liée avec le revenu à part. Je sépare la partie indépendante du revenu de la partie liée avec le revenu pour trouver la valeur algébrique du revenu. YE est égal à C0 plus E0 sur 1 moins C. Donc, YE est écrit sous la forme d'un multiplicateur K. Voilà, 1 sur 1 moins C, multiplicateur keynésien. Fois une demande autonome, dans ce cas C0, la somme C0, I0. Voilà, 5 fois 147. Voilà le revenu d'équilibre avec la méthode utilisation de la production est égale à l'affectation du revenu. La représentation graphique. Je vais représenter les deux méthodes graphiquement. Je commence par la méthode offre globale, demande globale. Ensuite, je passe à l'égalité entre I et S. Donc, d'abord, je trace la demande globale en fonction de Y. La demande globale en fonction de Y. Voilà l'équation de la demande globale. Partant, l'équation de la demande globale. 0,8Y plus 140. Donc, je vais représenter la DG en fonction de Y. Voilà la DG en fonction de Y. Donc, la DG en fonction de Y est égale à 0,8Y plus 140. Donc, je prends deux valeurs. Je prends la valeur 0, Y0, la DG est égale à 140. Voilà le premier point. Y est égal à 0, DG est égal à 140. Ensuite, je prends Y est égal par exemple à 10. La DG est égale à 140, 148. Voilà le deuxième point. Y10, DG 148. Et je trace la demande globale. Voilà la demande globale de l'exercice. Donc, donnée à l'origine est égale à 140. Ensuite, je trace la première bisectrice. X est égal à Y. Donc, je prends les valeurs 0, 0, 100, 100 et je trace. Donc, avec la première bisectrice en rouge, ça donne tous les points d'équilibre possibles entre l'offre et la demande. La première bisectrice. L'intersection entre la première bisectrice en rouge et la demande globale de l'exercice en bleu détermine le revenu d'équilibre. Dans ce cas, est égal à 700. Donc, l'intersection entre la première bisectrice et la demande globale, ça nous donne le revenu d'équilibre. YE 700. Je répète les étapes pour représenter graphiquement l'équilibre selon la méthode OG est égal à DG. Je prends la demande globale en fonction de Y. Je trace la demande globale en fonction de Y. Ensuite, je trace la première bisectrice. L'intersection entre les deux, ça nous donne le revenu d'équilibre. Peut-être comme l'explication de la première bisectrice. Ça nous donne tous les points d'équilibre possibles entre l'offre et la demande. Parmi les points d'équilibre possibles, nous avons un seul point qui convient avec les données de l'exercice. Avec le point, il sera déterminé par la demande globale de l'exercice. Donc, je trace la première bisectrice, ça détermine tous les points d'équilibre possibles. Ensuite, je trace la demande globale qui détermine le seul point d'équilibre qui convient avec les données de l'exercice. Donc, la demande globale détermine le seul point d'équilibre qui convient avec les données de l'exercice. لو كان نغيروا la demande globale هذه تهبط لتحت تطلع لفوق تغير لنا le point d'équilibre. J'ai ajouté envers la fonction de consommation. C est égal à 0,8Y plus 50. J'ai ajouté la courbe, c'est dans la droite de la consommation. Lorsque C est égal à 0, lorsque Y est égal à 0, Y est égal à 0, C est égal à 50. Lorsque Y est égal à 10, C est égal à 58 et je trace. La deuxième méthode, nous avons une égalité entre l'épargne et l'investissement. I est égal à S. Je trace la droite I. C'est une droite parallèle à l'axe Y. Parce que ici, c'est une composante indépendante de Y. I est égal à 90. I est égal à I0 est égal à 90. Par contre, S,
dépend du Y. Donc je prends deux valeurs pour tracer la droite S, l'épargne, la courbe S et dans la droite S. Je prends S est égal à 0 lorsque Y est égal à 0, S est égal à moins 50. L'ordonnée à l'origine est égal à moins 50. Lorsque Y est égal à 0, S est égal à moins C0 est égal à moins 50. Et je prends, lorsque Y est égal par exemple 10, S est égal à 52 et je trace. Bien sûr, l'intersection entre S et I, détermine le point d'équilibre. S et I détermine le point d'équilibre. Sinon, l'égalité entre l'offre globale et la demande globale. Bon, le point d'intersection entre l'axe Y et la droite S détermine le point de rupture. Le point de rupture ou le point pour le revenu, qui représente le revenu pour lequel l'épargne est nulle. Dans quel niveau du revenu l'épargne s'annule. متى ينعدم الادخار ولا من أي مستوى من الدخل ينعدم الدخل. Donc l'intersection entre S et l'axe D Y, ça nous donne le point de rupture. Donc à la fois, le point de rupture se détermine par l'intersection entre l'axe Y et la droite S, l'intersection entre la droite S et l'axe Y, sinon par l'intersection entre Y et C. Donc on dit S est nul, S est égal à 0, maintenant Y est égal à C. Donc la première bisectrice, Y et C, l'intersection entre Y et C. Donc le point de rupture se détermine par deux méthodes, soit l'intersection entre Y et C, lorsque Y s'égalise avec la consommation, maintenant le revenu sera totalement consommé, maintenant l'épargne s'annule. La deuxième méthode, l'intersection entre le revenu, l'axe des Y et la droite S.